Mardi 21 décembre, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de ce journal. Demain, 22 décembre, marquera le premier anniversaire de la signature de l'accord de normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste. On en parle dans un instant. Tensions entre la Russie et l'OTAN sur fond de crise ukrainienne et aux frontières de l'Union européenne. Analyse de la conjoncture dans ce journal. La préservation de l'environnement, un enjeu majeur dans le monde, mais aussi en Algérie. On en parlera avec notre invité, Emel Issa, RP d'une start-up de Green Tech. Sport, la Coupe d'Afrique des Nations aura bien lieu au Cameroun le 9 janvier prochain. Le président de la Confédération africaine de football a tranché lors d'une réunion aujourd'hui. Nous le disions à l'instant, le 22 décembre marquera donc le premier anniversaire de la signature de l'accord de normalisation des relations entre le régime marocain et l'entité sioniste. À la veille de cet anniversaire, nous revenons sur cette normalisation justement qui ouvre la porte à l'entité sioniste sur le Maghreb, mettant en danger la stabilité de toute la région et constituant un coup de poignard à la cause palestinienne. Les détails avec Souhila Kilal. Tout a commencé par un tweet de l'ancien président américain Donald Trump le 10 décembre 2020, annonçant la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et l'ouverture d'un consulat dans la ville sahraoui occupée de Dakhla, en échange de la normalisation des relations entre Rabat et l'entité sioniste. S'en est suivie une annonce officielle du Merzen qui confirmait la normalisation de ses relations avec l'occupant israélien. Outré, le peuple marocain est sorti dans les rues pour exprimer son rejet de cette décision considérée comme un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien. Ces manifestations pacifiques ont été brutalement réprimées et les slogans de solidarité avec le peuple palestinien ont été interdits. Malgré les condamnations internationales, les manifestations et les mises en garde, le régime marocain a normalisé ses relations avec l'entité sioniste le 22 décembre 2020, au mépris des peuples marocains et maghrébins qui rejettent cet accord honteux. Pour la première fois de l'histoire de la normalisation avec les pays arabes, le régime du Merzen a également signé un accord de coopération sécuritaire et militaire avec l'entité sioniste à l'issue de la visite au Maroc du ministre israélien de la Défense Benny Gantz en novembre dernier, faisant du Maroc une base avancée pour l'ennemi sioniste dans la région. Plusieurs observateurs s'accordent à dire que l'Algérie est la première cible du processus de normalisation et que le Maroc essaye de porter atteinte à l'Algérie qui défend le droit des peuples sahraouis et palestiniens à l'indépendance. Depuis une année maintenant, le peuple marocain poursuit ses marches de la liberté et de la dignité déterminées à mettre un terme à la normalisation des relations de leur pays avec l'entité sioniste. J-3 avant le grand scrutin présidentiel en Libye, un rendez-vous électoral très attendu par les Libyens eux-mêmes, mais aussi par la communauté internationale. Pendant que les intérêts des grandes puissances et acteurs locaux s'entrechoquent, l'avenir des élections n'est toujours pas clair. Tinhinen Makassi. À la veille du scrutin présidentiel en Libye, les incertitudes sont grandissantes et les raisons sont nombreuses. Les agendas des forces et des puissances étrangères qui s'affrontent sur le terrain, mais aussi une politique interne toujours pas effective. Pour moi, la situation en Libye ne permet pas la tenue d'élections présidentielles, sauf si cela passe par un coup de force ou l'impulsion des puissances étrangères. La situation est si compliquée que tous les scénarios se maintiennent. Annulation ou report semblent compliqués, mais je peux dire que le peuple n'est pas vraiment impliqué dans ce scrutin. Ces élections sont stratégiques pour tous les acteurs de la cartographie politique libyenne, en particulier pour les puissances étrangères. Ces élections sont considérées comme stratégiques puisque la géographie même de la Libye est stratégique. Sans oublier ses richesses, les grandes puissances ne veulent pas ouvrir en faveur d'une sortie de crise pacifique pour ce pays ni pour cette région. Ils veulent clairement s'accaparer les richesses de notre pays, et pas que, ils veulent aussi diviser la géographie.
Les observateurs et émissaires internationaux, à l'instar de Stephanie Williams, continuent à négocier la tenue de ces élections, sans certitude d'y parvenir. Surtout que le calendrier est serré et laisse entrevoir une campagne électorale très courte. La présence de Saif el-Islam est bien perçue par le peuple libyen. Ils connaissent sa vision de la Libye et ses positions sont claires. Le peuple a déjà une expérience avec la gestion politique de Saif el-Islam. La région afro-méditerranéenne est dans l'attente du dénouement de ces élections générales en Libye, qui vont probablement, quel que soit le résultat, ouvrir un cycle nouveau. Le médiateur de la CEDEAO au Mali, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, s'est rendu aujourd'hui à Bamako. Cette visite intervient dans le cadre de la mise en application des dernières recommandations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO sur le Mali, justement, et fait suite aux missions de suivi antérieures. Goodluck Jonathan a échangé avec le président Assimi Goïta sur le calendrier électoral. Pour rappel, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, qui s'est réuni le 12 décembre dernier au Nigeria, veut la tenue des élections comme prévu le 28 février 2022. Les dirigeants de la transition, eux, optent pour une rallonge, le temps d'examiner les problèmes à l'origine des crises au Mali. Au Burundi, la commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquêter sur les crimes commis dans ce pays depuis la conférence de Berlin de 1885 a présenté hier son rapport d'étape devant le Parlement du Burundi réuni en congrès. La commission a qualifié l'un des pires épisodes de massacre interethnique dans ce pays qui avait débuté fin avril 1972 comme le génocide contre les Hutus de 1972 et 1973. Les Hutus sont aujourd'hui au pouvoir, une qualification qui a été endossée par acclamation par les deux chambres du Parlement burundais. Durant cette enquête, 900 témoins ont été auditionnés, dont des responsables présumés de ces massacres. Des restes de près de 20 000 victimes plutôt, ont également été exhumés. Des quelques 200 fosses communes ou encore des milliers de documents relatifs à cette période ont été étudiés. Au Congo, le calme est revenu en début de soirée hier après une journée mouvementée et des violences dans la partie nord de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu. Des violences qui ont coûté la vie à 4 personnes, dont un bébé, et blessé 10 autres. Des organisations de la société civile et des mouvements citoyens avaient appelé à une journée ville morte ce lundi hier pour protester contre l'insécurité et s'opposer à une éventuelle future présence de la police rwandaise pour lutter contre le terrorisme dans la région. Et toujours en République démocratique du Congo, le mandat de la MONUSCO a été prolongé pour 1 an. Les opérations de maintien de la paix continueront donc à patrouiller dans le pays. Le Conseil de sécurité a toutefois demandé à ce qu'elle se concentre davantage sur le nord-est du Congo et en multipliant les engagements conjoints avec les forces congolaises. Et en République centrafrique, la localité de Boyo, située à 120 km à l'est de Bambari, dans la région de la Ouaka, a été le théâtre d'atrocités les 6 et 7 décembre dernier. Un massacre attribué aux anti-Balaka. Selon la mission de l'ONU dans le pays, le bilan s'élève à une quinzaine de civils tués. La mission onusienne a enregistré aussi des cas d'amputation, d'extorsion et destruction d'habitations, ainsi que le déplacement de près de 1500 personnes. En France, l'homme qui avait pris en otage 2 femmes hier à Paris dans un bazar du 12e arrondissement a été arrêté ce matin par les forces de l'ordre. L'opération n'a fait aucun blessé. L'homme souhaitait rencontrer le ministre de la Justice Xavier Dupond-Moretti et l'avocate d'Omar Haddad. Selon des informations d'un journaliste du Point, il s'agirait d'un Tunisien âgé de 56 ans qui aurait été magistrat en Tunisie. L'homme souffre, selon cette source, de divers antécédents psychiatriques. Plusieurs médias rapportent que l'individu est en proie à des troubles mentaux.
L'atmosphère se charge à vue d'œil entre la Russie et l'OTAN sur fond de crise ukrainienne et de tensions aux frontières de l'Union européenne. Hier encore, la Lituanie exprimait son alignement sur les positions occidentales. Situation critique donc dans la partie orientale du vieux continent. Analyse de la conjoncture avec Sofiane Baroudi. Le ton monte gravement entre Moscou et les pays de l'Alliance transatlantique. La crise ukrainienne continue de menacer la stabilité régionale et met le monde devant une situation explosive. Depuis 2013, ce pays de l'Est de l'Europe connaît un conflit de grande intensité aux contours stratégiques déterminants. Le flanc ouest de la Fédération de Russie, comprenant les pays baltes, la Pologne et l'Ukraine, est le théâtre d'un déploiement militaire imposant de l'OTAN, intégrant des armements de pointe, faisant de cet espace une région hautement nucléarisée, une vraie poudrière menaçant la paix mondiale. Les tensions en mer Noire ou dans le Caucase ne sont pas là pour apaiser cette situation. Le cœur du contexte critique en Ukraine, qui oppose Moscou au gouvernement Zelensky, soutenu par l'Union européenne et l'OTAN, est à chercher dans les velléités d'endiguement de la Russie, grand pays eurasiatique. Cette nation héritière de l'Union soviétique avait eu la promesse de la non-expansion des bases militaires de l'Alliance atlantique sur son flanc occidental. Promesse non tenue par les Occidentaux, qui ont depuis le début des années 2000 intégré plusieurs pays de l'ancien bloc de l'Est dans le dispositif politique, institutionnel et militaire de l'OTAN. Si Moscou peut compter sur une forte alliance avec Minsk, ainsi que sur sa proximité objective avec Pékin, Téhéran et même Istanbul. Vilnius, pour sa part, est monté au créneau dernièrement pour faire augmenter la tension quand cette dernière a déclaré que la Lituanie était prête à apporter son soutien à l'Ukraine aux côtés des puissances occidentales en cas de conflit. Le monde scrute les évolutions de la situation dans cette zone particulièrement instable qui menace la paix globale. Le vieux continent, pour sa part, est plus que jamais au bord du précipice. Et le Forum économique mondial, le WEF, qui annonce le report de sa réunion annuelle en Suisse, Davos 2022, à cause de la propagation du variant Omicron. Le Forum a déclaré dans un communiqué que la réunion annuelle devait se tenir à Davos-Glosters, en Suisse, du 17 au 21 janvier, et qu'elle est désormais prévue pour le début de l'été. Et le variant Omicron qui fait des dégâts sur les marchés. Ouverture en baisse aujourd'hui pour la bourse de New York. Perte de vitesse pour l'ensemble des places financières européennes. Omicron est l'une des principales peurs des investisseurs. Les restrictions déjà prises ou à venir font craindre un énième ralentissement de l'économie. Exemple, la propagation du variant a fait temporairement chuter les cours du pétrole de plus de 5%. Santé toujours, alors que la pandémie de la Covid-19 et le nouveau variant Omicron sèment le trouble partout dans le monde. Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, a appelé à la plus grande prudence lors des réunions de famille durant les fêtes de fin d'année. Il a également assuré que l'OMS ferait tout pour que 2022 soit l'année de la fin de la pandémie. Neyla Hamouda. Quitte à annuler les festivités, un événement annulé vaut mieux qu'une vie de moins. Ce sont les déclarations du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il a appelé à la plus grande prudence pour la célébration de Noël et du jour de l'an. Nous sommes tous lassés de cette pandémie. Nous voulons tous passer du temps avec nos amis, avec nos familles. Mais un événement annulé vaut mieux qu'une vie perdue. Il est préférable d'annuler maintenant et de célébrer plus tard que de célébrer maintenant et de pleurer plus tard. Aucun d'entre nous ne veut être à nouveau dans la même situation dans les 12 mois à venir. Cette année encore, les célébrations des fêtes seront compromises. La pandémie de Covid-19 pèse encore très lourd dans les 4 coins du monde. De nombreux pays européens ont serré la vis, comme les Pays-Bas, qui ont imposé un nouveau confinement depuis dimanche, ou l'Irlande et le Danemark, qui ont mis en place des couvre-feux dans les bars et les restaurants.
En Suisse, de nouvelles mesures sont également entrées en vigueur depuis lundi, comme l'obligation du télétravail. L'accès à de nombreux lieux publics est également restreint pour les non-vaccinés. Au moment où les campagnes de vaccination se multiplient, les gouvernements appellent au bon sens. L'OMS lance l'objectif d'un point final au Covid pour 2022, en veillant à ce que 70% de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici à mi-2022. Omicron a représenté quelques 73% des nouvelles infections au Covid-19 aux États-Unis lors de la semaine qui s'est achevée le 18 décembre. Selon des données des autorités sanitaires américaines, la proportion d'Omicron tourne autour de 95% des cas dans un groupe d'États du Nord-Ouest, l'Oregon, Washington et Idaho, et dans un autre du Sud-Est comprenant la Floride, selon les centres de prévention et de lutte contre les maladies. À Haïti, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne s'est alourdi. Il fait état de 90 morts. La tragédie survenue le 14 décembre a plongé la ville du Cap-Haïtien dans le deuil. Cet accident de la route qui a viré à la tragédie quand des dizaines de riverains se sont précipités sur le véhicule pour récupérer le précieux carburant. Des funérailles nationales étaient prévues ce mardi 21 décembre. Retour en Algérie pour parler économie et plus précisément d'automobile. Le dossier fait encore une fois parler de lui à la faveur d'un dénouement proche en ce qui concerne l'activité des concessionnaires, alors que les opérateurs sont dans l'expectative d'une nouvelle révision du cahier de charges censée y apporter la touche finale avant la délivrance des premiers arguments. Khaireddine Batache. L'année 2022 pourrait bien être celle de l'automobile. Le dossier de l'importation de véhicules en Algérie revient encore une fois au devant de la scène. L'approvisionnement du marché en véhicules neufs devrait permettre au secteur de respirer économiquement suite à un gel qui a duré près de 3 ans pour cause d'assainissement des activités d'importation et de construction à des fins structurelles. Une instruction donnée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune le 5 décembre dernier en faveur de la révision immédiate du cahier des charges relatif à l'importation de véhicules neufs permettra de revoir certaines dispositions en vue d'une reprise de l'activité de concessionnaire automobile dans les plus brefs délais. De ce fait, le ministère de l'Industrie devrait réviser les textes de loi régissant cette activité commerciale, dont plusieurs demandes d'agrément ont été déposées auprès du comité technique chargé de l'instruction des dossiers et de l'attribution des fameux sésames aux opérateurs économiques. Le comité technique chargé de délivrer les agréments fait son travail en toute indépendance et étudie avec minutie chaque dossier, conformément aux dispositions du cahier des charges régissant cette activité. Parmi les amendements attendus par les observateurs figure la question relative à la compatibilité des conditions avec les engagements internationaux de l'Algérie en matière de partenariats bilatéraux. Mais selon le ministre de l'Industrie Ahmed Zerdar, l'Algérie ne se contentera pas d'importer des voitures, car elle compte bien relancer l'activité de construction automobile localement. Nous voulons réaliser un véritable bond dans certains secteurs. Le président de la République algérienne l'a rappelé récemment, nous ne voulons plus faire dans le gonflage des pneus. Une nouvelle feuille de route devrait bientôt être annoncée par le gouvernement. Et la pandémie Covid-19 qui a complètement chamboulé le monde de l'entreprise. La vision des dirigeants s'adapte désormais au nouveau mode de gouvernance. Khaireddine Batache. Quel est l'impact de la pandémie Covid-19 sur la nature des décisions prises par les dirigeants d'entreprises en Afrique? C'est la question à laquelle la Société mondiale de recherche et de conseil Oxford Business Group a tenté d'apporter une réponse via une étude consacrée à l'évaluation des observations des dirigeants internationaux relatives aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Alors, Oxford Business Group a récemment publié une enquête mondiale par rapport à l'adoption de critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, de bonne gouvernance, auprès de plus de 350 PDG de cadres supérieurs autour de la planète, pour mieux comprendre dans quelle mesure la pandémie a un impact sur l'adoption de ces principes. Le concept d'ESG se rapporte aux 3 principaux facteurs permettant d'évaluer le caractère durable d'un investissement. Il tire son origine du concept de triple performance. Il s'agit de la première fois qu'une enquête phare se focalise sur les critères ESG, en adéquation avec les conséquences de la Covid-19 sur le management des entreprises
et le processus de prise de décision chez les patrons, notamment en Afrique. Selon le cabinet britannique, la pandémie Covid-19 a contribué à relancer la réflexion sur le rôle des principes ESG en entreprise. De manière assez significative, plus de 60 personnes des personnes interrogées ont déclaré que la pandémie avait modérément ou significativement affecté leur compréhension et leur appétit pour l'adoption des principes ESG. Donc c'est un signe clair que la crise sanitaire a en effet mis en lumière les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement. Dans un contexte post-pandémique, de nouveaux paramètres sont susceptibles d'être pris en compte par les dirigeants d'entreprises africains, notamment dans la gestion des ressources humaines. Une prise de conscience s'opère concernant l'importance du paramètre durabilité dans la prise de décision chez le top management. En termes global, le développement du capital humain s'est relevé comme la première considération sociale des répondants à cette enquête, avec 22%, et il a été suivi par la santé et la sécurité, avec 19%. À noter que plus de 22% de cadres dirigeants africains ont été interrogés dans le cadre de cette enquête. On va parler environnement maintenant. La préservation de ce dernier est un enjeu majeur dans le monde, mais aussi en Algérie. Le secteur y est encore balbutiant, d'où les efforts des autorités pour sensibiliser sur le sujet. C'est dans ce sens que le ministre de l'Environnement a effectué hier une visite de terrain. Les détails avec Safouane Ben Sabri. C'est l'un des défis majeurs du XXIe siècle. La préservation de l'environnement représente un chantier de longue haleine que l'Algérie commence à prendre en main, alors que l'ampleur de la tâche reste de taille. Le taux de recyclage des déchets ménagers n'a pas dépassé les 10% sur l'ensemble des déchets collectés en 2020. La quantité de déchets ménagers recyclés en 2020 s'élève à près de 1,3 million de tonnes, une quantité très faible par rapport à la quantité produite durant la même année, soit 13,5 millions de tonnes. Pourtant, selon une publication récente du Centre de développement des énergies renouvelables algérien, environ 45% des déchets, soit 6,1 millions de tonnes, seraient recyclables. C'est donc pour attirer l'attention sur la question que la ministre de l'Environnement a procédé ce lundi à une visite de terrain à Tlemcen dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et de formation organisée par l'Agence nationale des déchets. La ministre a mis l'accent sur l'importance de la sensibilisation, de la communication et du traitement des déchets grâce notamment aux entreprises de récupération et de recyclage pouvant créer de la richesse et des emplois dans les secteurs économiques hors hydrocarbures. Dans ce sens, elle a souligné que son département est disposé à accompagner tous les investisseurs, notamment les jeunes, pour la création de start-up selon les instructions du président de la République. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Madame Emel Issa, chargée de relations publiques d'une start-up de Green Tech. Bonsoir Madame. Bonsoir Madame, merci de me recevoir. Le plaisir est pour nous. Donc, vous êtes une start-up, la start-up de Green Tech. Vous êtes présent en tant qu'exposant à la foire de production algérienne dans le pavillon start-up. Vous proposez donc des solutions pour sensibiliser et promouvoir le recyclage en Algérie. C'est bien ça? Effectivement. Alors, nous sommes une start-up algérienne qui vise à promouvoir le concept d'économie circulaire en proposant des solutions technologiques qui connectent les différents acteurs de la chaîne de recyclage à partir du consommateur. Alors, en 2019, notre start-up a remporté le challenge Startupper of the Year, un financement primaire qui a permis de développer le projet à petite échelle à Blida. Ensuite, grâce à un challenge international qui a permis la scalabilisation de le projet en 4 wilayas, Alger, Blida, Wahran et aussi Ain Defla. Excellent. Donc, est-ce que votre start-up est sur application ou sur une plateforme, sur un site web? Comment est-ce qu'on peut accéder à cette application et à qui est-elle destinée? Aux entreprises ou aux particuliers? Ok. Alors, c'est simple. Qu'est-ce que est concrètement notre start-up? Alors, avec un simple clic sur www.recycler.com, le consommateur reçoit une formation accélérée très sélectif de ses déchets ménagers. Ensuite, il se dirige vers le point de collecte le plus proche de chez lui pour déposer ses recyclables. Ensuite, ces recyclables-là se transforment en points.
on va dire. Et ces points-là, nous lançons très bientôt le marketplace où il peut transformer ces points-là en produits ou bien en services. Excellent, donc il pourra acheter un peu tout et n'importe quoi avec ces points. Effectivement. Excellent. Et je le disais tout à l'heure, vous êtes exposant donc à la foire de production algérienne. Vous avez été confronté au grand public qui a découvert votre start-up. Ouais. Quel impact justement vous voulez avoir sur la société algérienne avec votre start-up de Green Tech? Oui. Ce qui est vraiment unique avec notre start-up, c'est que souvent les utilisateurs qui découvrent la plateforme deviennent des ambassadeurs. Et ces ambassadeurs-là vont influer la culture de trait sélectif autour d'eux. Donc réellement, l'impact est social, mais grâce à notre plateforme, se transforme en impact environnemental. Excellent, merci. Madame Emel Issa, je le rappelle, vous êtes chargée de relations publiques d'une start-up de Green Tech. Merci beaucoup. On va parler sport à présent avec la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun le 9 janvier prochain. Le grand événement continental, le très attendu en Afrique, ne sera pas annulé. Le président de la Confédération africaine de football a tranché lors de la réunion d'aujourd'hui avec le président de la République camerounaise, Paul Biya, et le président de la Fédération camerounaise, Samuel Itou. On écoute à ce propos Patrice Motsep, le président de la Confédération africaine de football. J'y serai le 7 janvier. Je viendrai regarder du football. Je viendrai regarder le Cameroun face au Burkina Faso. Nous verrons bien à qui le trophée sera remis ce soir-là. Leto est le président de la fédération sénégalaise. Une idée de qui gagnera. J'aimerais vous remercier et vous dire que nous devons tous travailler ensemble, de nous battre pour les intérêts communs de nos peuples. Aujourd'hui, c'est à propos du football et notre passion pour le football. Nous voudrions travailler avec le reste du monde, avec l'Europe, avec la Chine, avec l'Amérique, mais nous devons réaliser que c'est notre devoir absolu et fondamental de développer notre continent, notamment d'un point de vue footballistique, pour faire du football africain l'un des meilleurs dans le monde. Et juste avant de se quitter, on va s'intéresser au NFT ou Non-Fungible Token qui signifie jeton non fongible en français. C'est un mot que vous avez certainement entendu ou croisé sur les réseaux sociaux. Un NFT se présente comme un certificat d'authenticité pour un objet virtuel ou réel. Il est unique et il ne peut pas être échangé contre un équivalent. Après les œuvres d'art, la musique ou le cinéma, les jeux vidéo sont le nouveau terrain des NFT, des biens numériques atteignant des sommets aux enchères. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo avec Amel Mziane Zitouni. On se retrouve demain à 13h pour votre journal télévisé. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.